mercure monte insensiblement. Un ciel bleu sans nuages, du lever au couchant. Dans la broussaille, les cigales chantent depuis ton réveil, et tout dans l'air et sur terre célèbre l'apogée du soleil. Au bout de ton chemin, un homme encapuchonné t'attend, assis à l'ombre d'un olivier. Accorde-toi une halte, dépose ton sac, l'inconnu t'y invite. Rafraîchis-toi, voyageur, et prête l'oreille au conte du zénith. Gaspard Desfontaines. Pas très loin d'ici est une jolie petite capitale dont je vais vous parler si vous avez la patience d'écouter jusqu'au bout l'histoire de Gaspard Desfontaines. Cette jolie vieille ville est faite de maisons de tous les âges, appuyées les unes aux autres, et de rues qui montent et qui descendent dans tous les sens, comme si elles ne savaient ni où commencer ni où finir, tant elles ont de jolis coins à vous montrer. Malgré sa vétusté, elle est si proprette que le bon Dieu semble prendre la peine de la laver à neuf lui-même chaque matin. Elle est si fraîche et si soignée que des ouvriers paraissent avoir passé la nuit à en repeindre les façades et les fontaines. Et telle est sa coquetterie que le fleuriste renouvelle chaque jour, à chaque balcon et à chaque fenêtre, les caisses de géranium et de pétunia. Quelle ville plaisante à habiter! En haut de la grande rue, et juste à côté de la tour de l'horloge du temps, vivait dans une vieille maison noble le petit Gaspard. Il n'était ni plus joli ni plus laid qu'un autre, le petit Gaspard. Mais quels yeux excellents il avait! Quelle délicate oreille! Quel nez fin! Quelles mains adroites! Rien ne lui échappait de ce qui, par les rues, se voit, s'entend et se renifle. Il pouvait vous dire, les paupières fermées, devant quelle boutique des arcades vous vous trouviez, si c'était telle charcuterie ou telle autre, telle épicerie ou telle autre, tel confiseur, tel pharmacien, tel magasin de chocolat ou tel marchand de fruits et de légumes. Il savait l'heure qu'il était rien qu'à la marche de l'ombre lorsqu'elle descend des grands toits solennels sur les façades seigneuriales. Il pouvait dessiner de manière tout à fait ressemblante les belles maisons de son quartier. Celle qui est à l'enseigne du Maure, par exemple, ou celle du Lion dressé, ou celle de l'Arquebusier, et même les statues du duc Berthold, fondateur de la cité, ou celle d'Anna Seiler, fondatrice du grand hôpital. Mais ce qu'il s'amusait à faire le plus volontiers, c'étaient les petits oursons qui défilent aux 12 coups de midi devant le cadran de l'horloge du temps. Les uns tiennent leurs instruments de fanfare, un autre est à cheval, et là-haut, au sommet de la tour, le jacquemart frappe sur sa grande cloche d'airain. Et tous sont authentiquement et sur le bon parchemin bourgeois de la cité. L'horloge et les fontaines. C'était la spécialité de Gaspard. Il avait tant regardé de sa fenêtre la ronde des ours, tant joué et polissonné autour des fontaines, qu'il en conservait chaque détail dans sa mémoire. Aussi, s'il ne savait jamais ses leçons à l'école et qu'il fut toujours le dernier de la classe, du moins pour le dessin venait-il toujours le premier. Ses mauvaises notes faisaient naturellement le désespoir de ses parents. Son père avait été un important banquier
comme l'avaient été son grand-père et son arrière-grand. Sa mère était si pâle, si douce, si rêveuse que vous l'eussiez prise, derrière ses rideaux de percale, pour quelque dame blanche des anciens temps. Comme elle ne surveillait guère son fils, et que monsieur le banquier et conseiller de la ville partait de bon matin pour son bureau, Gaspard se trouvait livré à lui-même et surtout au hasard et aux tentations qui viennent assaillir les petits garçons dès qu'ils ont tourné le coin de la rue. Il sifflait sur sa clé, s'arrêtait aux devantures intéressantes, causait dans leur langage avec les soldats de plomb, les bateaux, les couteaux à 10 lames, les caravanes de chameaux et les chevaux de bois. Mais à tous ces petits personnages de luxe enfermés derrière leurs vitrines, il préférait de beaucoup ses grands et solides amis des fontaines. Voici quelles étaient ces fontaines. Il y avait d'abord la fontaine de Moïse, où un vieil homme barbu et cornu, sorti tout droit de la grosse Bible de famille, avait grimpé tout en haut de sa colonne pour vous présenter les tables de la loi. Il y avait ensuite la fontaine de la justice, qui est une dame aux yeux bandés, tenant d'une main une épée et de l'autre sa balance. La fontaine où le banneret Brugler brandit dans sa dextre l'étendard de la ville. La fontaine où Samson déchire le jeune lion. Mais il y avait surtout la fontaine du cornemusier jouant de sa cornemuse pour charmer son oie, celle du duc Berthold, qui est un ours debout, homme en tête et le corps vêtu d'une cotte de maille comme un chevalier, et enfin la fontaine de l'ogre. Ah, le brave, le délicieux ogre, pensait Gaspard en lui faisant visite. Assis en haut de sa colonne, une grappe d'enfant dans son bras gauche, il tenait dans sa main droite un tout petit garçon qu'il portait à son énorme bouche et dont il allait justement croquer la tête. Mais dès qu'on le regardait, il s'arrêtait de manger et faisait semblant d'être en pierre, le vieux rusé. « Est-il bon ?» demanda Gaspard en contemplant pour la 100e fois le monstre affamé. Et l'ogre clignait de son gros œil blanc et répondait « Excellent, ami Gaspard, excellent. Prends garde seulement que ton tour ne vienne bientôt. » Mais Gaspard riait, car il n'avait pas peur de l'ogre. Il croyait comme tout le monde que l'ogre était enchaîné pour toujours à sa fontaine et qu'il n'en pouvait descendre. Alors, il se mettait à causer avec les oursons qui marchent les uns derrière les autres sur le fût de la colonne, leurs armes dans une patte ou sur l'épaule en faisant de drôles de grimaces. Et les oursons demandaient à Gaspard « Est-ce que tu ne vas pas à l'école aujourd'hui ?»« Non, répondait-il, cela m'ennuie trop. »« Mais alors, tu ne sauras jamais que t'amuser, chanter et dessiner ?»« Cela me suffit bien, répondait Gaspard. »« Mais alors, tu ne sauras jamais faire l'exercice comme nous ?» reprenaient les oursons. « Je me moque de vos exercices, répliquait Gaspard. »« Et tu ne seras jamais ni riche ni utile à ta patrie, disaient encore les oursons. Et avant que tu sois grand, l'ogre te mangera, comme il a mangé tant d'autres petits garçons et petites filles inutiles. » Gaspard n'en riait que plus fort, et l'ogre disait de sa grosse voix « Gaspard restera toujours un enfant. Il ne vieillira pas, et j'aurai bien du plaisir un jour à le croquer. » Gaspard lui faisait la nique, et rentré dans sa chambrette, se remettait à chanter, à dessiner ou à faire des bonshommes de bois avec son couteau. Or, voilà qu'un matin, entendant sonner à la porte de la cuisine, il alla ouvrir lui-même et se trouva en face d'un tout petit homme à longue barbe grise qui portait un lourd panier. Ayant grimpé sur un escabeau, le petit homme hissa son panier jusque sur la table, en ôta le couvercle, et Gaspard et la cuisinière en tirèrent quantité de jolis ours de bois, de chalets aux galeries ajourées, de hiboux aux gros yeux verts, de chamois à jambes fines, de têtes de nains et de sorcières en forme de casse-noisette, et enfin
l'ogre lui-même qui semblait le menacer de son gros œil blanc. Gaspard eut tant de joie à tourner et à retourner ses objets entre ses mains qu'il voulut les acheter tous. Mais bien entendu que ni la cuisinière ni sa mère ne le lui permirent. Il lui fallut se contenter d'un ours et d'un hibou. Seulement, cette nuit-là, comme il venait de se mettre au lit, il vit les deux yeux du hibou qui s'allumaient comme des lanternes en haut du vieux poêle de faïence où on l'avait placé. « Gaspard, chuchota le hibou, si tu viens avec moi demain soir, à la nuit tombante, je t'emmènerai chez le petit gnome barbu, car je sais où il demeure, et tu apprendras à sculpter et à travailler le bois. » Aussi Gaspard ne manqua-t-il pas de partir le lendemain soir en cachette, et le hibou, qu'il avait fourré dans sa poche, lui indiqua le chemin. C'était un peu en dehors de la ville. Une vraie maison de poupée qu'un buisson de lilas et quelques framboisiers suffisaient presque à dissimuler en entier. Gaspard entra dans la petite maison, et, lorsqu'il s'y fut assis, sa tête touchait le plafond et il dut faire attention à chacun de ses gestes pour ne rien casser ou ne rien jeter par terre tant il se trouvait là-dedans de bêtes sculptées, de chalets, de pendules coucou, d'assiettes peintes, de coffrets et de porte-parapluies en forme d'ourson. Il ne pouvait se lasser de les regarder, de les caresser, d'en flairer le bois, d'en étudier les moindres détails. « Est-il vrai que tu veux apprendre notre bel art de sculpter ?» demanda le gnome très fier de l'admiration qu'il suscitait. « Oui, certes, dit Gaspard. Tous mes vœux seront comblés quand je saurai fabriquer un ours qui tète sa bouteille comme celui-ci, ou un porte-plume en forme d'Edelweiss comme celui-là. Apprends-moi à sculpter, et je te donnerai tout ce que tu voudras. »« Voilà une promesse qui ne te coûte pas cher, dit le gnome. Car pour autant que je sache, tu n'as rien à m'offrir, Gaspard. Je serai riche plus tard, m'a-t-on dit. Je te paierai quand je serai grand. Mais Gaspard, reprit le gnome, l'ogre m'a dit que tu ne serais jamais grand. Néanmoins, ils conclurent marché, et le fils du banquier et grand conseiller de la ville vint dès lors tous les soirs apprendre à sculpter. Et il fut bientôt aussi habile que son maître. Seulement, il est parfaitement vrai qu'il ne vieillissait pas. Il grandissait en stature, mais non en esprit. Sa mère se désolait de le voir rester plus enfant que des enfants beaucoup plus jeunes que lui, et le père avait honte de son fils. Car, à 17 ans, Gaspard n'était guère plus avancé qu'à 10. Il ne savait lire qu'en suivant chaque ligne mot à mot avec son doigt, et on le trouvait encore causant à haute voix avec les fontaines, sifflant sur sa clé toutes sortes d'airs et jouant aux billes avec les garnements. « Comment feras-tu plus tard ?» demandait sa mère soucieuse. « Lorsqu'il te faudra aller au bureau, qui feras-tu? Que deviendras-tu ?»« Mais je n'irai jamais au bureau, » répondait Gaspard. « Et qui donc succédera à ton père ?»« L'ogre !» disait-il en riant. Monsieur le conseiller de la ville dissimulait sa déconvenue du mieux qu'il pouvait. Et pour qu'on ne se moquât pas de lui et de son ânon de fils, il l'envoya chez ses correspondants à l'étranger, comme cela se pratique entre banquiers. Mais il n'osait demander de ses nouvelles. Cependant, il sut une année que Gaspard avait appris à coller des timbres sur les enveloppes, une autre année qu'il y mettait les adresses, une autre encore qu'il savait assez bien à présent son métier de banquier, c'est-à-dire écouter en silence les clients, hocher la tête d'un air entendu, avoir fermement une opinion et l'opinion contraire, écrire des chiffres sur son buvard pendant qu'on vous parle et surtout garder en toutes circonstances un visage impénétrable, mais confiant. Ceci, il est vrai, ne coûtait pas grand-peine à Gaspard,
parce qu'il pensait durant tout ce temps-là à l'écureuil ou au lapin qu'il était en train de sculpter. Sur ces entrefaites, son père mourut un soir de Noël. Gaspard s'embarqua pour rentrer chez lui par le premier bateau et il arriva dans la vieille maison en face de la tour de l'horloge au début de la nouvelle année. Madame sa mère tendrement embrassée, Monsieur son père dûment enterré et pleuré, Gaspard retrouva sa chambre d'autrefois, le hibou en haut du poêle, sa bonne tour de l'horloge et ses amis les fontaines. À la première nuit de pleine lune, il sortit pour leur rendre visite, et ce fut une vraie fête en haut des colonnes. Moïse agitait ses cornes et ses tables en signe de bienvenue. La justice souleva un instant son bandeau pour sourire à Gaspard. Le cornemusier gonfla ses joues tristes et joua un air mélancolique. Quant à l'ogre, il fit semblant de croquer un petit garçon, roula son œil blanc, et ordonna aux oursons de danser une ronde d'honneur pour saluer le retour du voyageur. Puis, la mère de Gaspard dit à son fils : « Et maintenant, mon enfant, il va falloir que tu prennes la place de défunt ton père au bureau. Tu as été absent durant bien des années. Sans doute es-tu devenu fort savant dans les finances et sauras-tu maintenir l'honneur de la maison, bien que je te trouve toujours le visage d'un petit garçon. » Mais les mères ne voient point vieillir ceux à qui elles ont donné le jour. Gaspard n'osa rien répliquer. Et, dès le lendemain, il se rendit à la banque pour la première fois de sa vie. Les vieilles gens qui passent derrière leurs fenêtres les 3/4 de leur journée s'écrièrent en le voyant : « Voilà Gaspard, le fils du conseiller qui s'en va prendre la succession de son père. Il est bien jeune pour porter si lourde responsabilité. » Mais Gaspard, ne sachant point ce qu'était une responsabilité, ni qu'il portait autre chose que ses crayons, ses limes et son couteau à 3 lames, Gaspard arriva en souriant au bureau. Il y fut reçu par monsieur le fondé de pouvoir, les 20 employés alignés au garde à vous, et le vieux Fritz, le respectable portier à favoris blancs qu'enviaient à la banque du feu conseiller toutes les autres banques de la ville. Gaspard ne savait quoi dire à ces 22 messieurs. Et les 22 messieurs savaient encore moins que lui répondre. Alors, le vieux Fritz s'avança au-devant du jeune homme, s'inclina jusqu'à terre et dit : « Je pense, monsieur Gaspard, que tout continuera de marcher ici comme au temps du défunt maître. »« Certainement, » dit Gaspard. « Messieurs, » continua le portier, « il ne vous reste donc plus qu'à retourner à vos pupitres. » Les 21 saluèrent et reprirent leur travail un instant interrompu. « Et moi ?» demanda timidement Gaspard. « Mais sans doute irez-vous lire, bâiller et rêver dans le fauteuil de monsieur le conseiller, votre vénéré père, comme celui-ci l'a fait pendant 40 ans pour la tranquillité de l'honorable clientèle et la gloire de la maison, » dit le vieux Fritz en s'inclinant de nouveau jusqu'à terre. Et Gaspard alla s'installer dans le fauteuil paternel, tira ses outils de sa poche et se mit le plus tranquillement du monde à fignoler un joli cheval noir auquel il ne manquait plus qu'un sabot. Le soir, il alla voir ses chères fontaines pour prendre leurs conseils. Moïse lui dit dans sa longue barbe : « Que la loi des pères soit ta loi !» Et la justice : « Mets un bandeau sur tes yeux comme j'en ai mis un sur les miens. » Et Samson : « Tords le cou au lion, mais laisse en paix les agneaux. » Et le cornemusier : « Joue et chante pour les oies qui viendront à ta porte, comme je joue et chante pour la mienne. » Et l'ours du duc Berthold : « Achète-toi une cuirasse pour te garer des coups et une muselière pour ne pas mordre. » Alors, le pauvre Gaspard, ne sachant à quoi se résoudre, alla encore consulter l'ogre. Et l'ogre dit : Gaspard est resté aussi bête et aussi tendre qu'autrefois.
Nous le garderons pour notre dessert, car sa chair de fils de famille sera certainement délicieuse. Mais nous le laisserons encore longtemps en vie. Ce ne sont pas les plus bêtes qui sont les moins utiles. Gaspard alla donc désormais chaque jour au bureau, comme le désirait tant sa mère, et il suivit les traces du conseiller. Il mit un bandeau sur ses yeux lorsqu'il fallut ne pas voir clair. Il cousit sa bouche lorsqu'il fallut ne pas parler. Il se vêtit d'une cuirasse d'indifférence et apprit à jouer de la cornemuse pour se charmer lui-même. Mais surtout, il continua de sculpter.